Tu ne verras pas les enfants cette année. Une phrase qui a déchiré un Noël et une grand-mère. C'était un jeudi de décembre, l'un de ces jours où le froid semble entrer jusque dans les os, où la lumière baisse un peu trop tôt, où le silence de la maison s'installe avec une lourdeur familière. J'étais dans la cuisine, en train de préparer la pâte pour des petits sablés au beurre, ceux que mes petits-enfants adoraient. Je les faisais chaque année, depuis leur naissance. Une tradition douce, simple, comme une respiration dans ma vie. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Je me suis essuyé les mains dans mon tablier, souriant malgré moi. Être m'annonçait-il qu'ils passeraient un peu plus tôt ou qu'ils avaient besoin que je garde les enfants pendant que Pauline faisait ses courses de Noël. Je m'imaginais déjà leurs petites bouilles, leurs yeux brillants devant les boîtes de biscuits encore chaudes. Mais quand j'ai vu le message, mon sourire s'est figé. « Maman, cette année, tu ne verras pas les enfants. Pauline pense que c'est mieux comme ça. On veut éviter les tensions. » J'ai relu 3 fois, puis une 4e, comme si les mots pouvaient se transformer sous mes yeux. « Tu ne verras pas les enfants. Cette année, Pauline pense. On veut éviter. » Chaque mot était une pierre qui s'abattait sur ma poitrine. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise lentement, comme une vieille femme fatiguée, même si 1 minute plus tôt, j'étais encore pleine d'énergie, prête à découper mes petits cœurs de Noël. 1 minute a suffi pour faire trembler tout l'édifice d'amour que je croyais encore solide. J'aurais aimé dire que j'ai pleuré tout de suite. Mais non, les larmes ne viennent pas quand on reçoit une phrase comme celle-là. La douleur d'abord n'a pas de forme. Elle se contente d'envahir, de brûler, de paralyser. J'ai serré mon téléphone si fort qu'il en a craqué légèrement. Je me suis surprise à murmurer. « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Personne ne m'a répondu. Le silence autour de moi a pris toute la place. La pâte à sabler reposait sur le plan de travail. Elle semblait m'attendre, comme un témoin muet de ce qui venait de se briser. Je me suis levée pour aller boire un verre d'eau, mais mes jambes tremblaient légèrement. J'ai dû m'appuyer à la table. J'avais l'impression que quelqu'un avait arraché une partie de moi. Pendant de longues minutes, j'ai cherché à me rassurer. Ce n'est qu'une décision passagère. Pauline doit être stressée. Thomas ne pense sûrement pas ce qu'il dit. Être qu'ils ont eu une dispute entre eux mais une petite voix intérieure, celle qu'on étouffe trop souvent au profit de l'illusion, murmurait déjà la vérité. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision, délibérée, calculée. Et derrière cette décision, je reconnaissais la main froide de Pauline. Ce n'était pas la première fois qu'elle voulait contrôler mes moments avec les enfants. Ce n'était pas la première fois qu'elle écartait ma présence. Mais jamais elle n'était allée aussi loin. Jamais elle n'avait osé toucher à Noël. Je me suis assise dans le fauteuil du salon. La maison était impeccablement décorée. Les guirlandes, la petite crèche en bois sculptée par Henri, les luminaires posés le long du buffet. J'avais passé des heures à tout mettre en place pour qu'à leur arrivée, les enfants ouvrent de grands yeux émerveillés, comme chaque année. Je me suis dit que c'était ridicule, qu'une femme de mon âge ne devait pas être si affectée par un message. Mais la vérité, c'est que j'avais bâti ma vie autour de ces moments familiaux. J'avais perdu un mari, j'avais vu partir mes amis, les uns après les autres, j'avais souvent mangé seule en silence. Mais Noël, au moins, Noël restait un fil d'or dans ma vie. Et voilà que ce fil venait d'être coupé net. Sans explication, sans compassion, sans même une voix pour adoucir la brutalité des mots. Après près d'1 heure à regarder fixement le sapin scintillant, le téléphone a vibré de nouveau. Un autre message, cette fois, de Pauline. Je l'ai ouvert, le cœur lourd. Denise, nous préférons prendre un peu de distance. Les enfants s'embrouillent après leur visite chez toi. Ce n'est pas bon pour eux. Merci de respecter notre décision. Merci. Comme si on me remerciait de disparaître. Le ton était froid, impersonnel, un ton administratif, presque. Et cette accusation, les enfants s'embrouillaient après leur visite chez moi. Quelle absurdité! Ils riaient, jouaient, inventaient des mondes entiers. Jamais une larme, jamais un drame. Je l'ai compris à ce moment précis. Pauline ne voulait plus de moi dans l'équation, ni comme belle-mère, ni comme grand-mère, ni comme témoin de leur vie. Elle me retirait mes petits-enfants, comme on retirait une échelle sous les pieds de quelqu'un. J'ai voulu répondre. J'ai même commencé à écrire.
Pourquoi? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai... Puis je me suis arrêtée. J'ai effacé chaque lettre. Parce que je savais que ce qu'elle attendait, ce n'était pas ma compréhension, c'était ma reddition. Et là, quelque chose a changé en moi. Une petite étincelle, une lueur, un souvenir lointain de dignité, de force, de celle que j'avais autrefois, lorsque j'ai élevé Thomas seul, lorsque j'ai tenu debout malgré les tempêtes, lorsque j'ai refusé de renoncer. Je me suis levée lentement, j'ai repris mon téléphone, j'ai relu le message une dernière fois, et j'ai soufflé « Non ». Cette fois-ci, non. C'était faible, encore. Mais c'était un début. Un premier pas. Le premier battement du cœur d'une femme qui refuse qu'on lui coupe l'amour de ses petits-enfants. Je ne savais pas encore que ce refus silencieux me mènerait, quelques semaines plus tard, dans le bureau d'un avocat, puis devant un juge, et que ce juge convoquerait Pauline elle-même. Mais ce jour-là, devant mon sapin, j'ai juré une chose simple. On ne m'enlèverait plus rien sans que je me batte. Avant qu'on m'écarte, j'ai été une mère, une femme, une lumière dans la vie d'un enfant. Après le message de Thomas, après le choc, après cette douleur qui m'a coupé le souffle, je me suis retrouvée assise devant mon sapin, les mains posées sur mes genoux comme pour empêcher mon cœur de trembler. Et c'est alors que, sans même le vouloir, les souvenirs se sont imposés à moi. Comme si ma mémoire refusait de laisser la brutalité du présent effacer la douceur d'une vie entière. Je me suis revue jeune, je n'avais même pas 30 ans. Je venais d'emménager dans cet appartement minuscule près de la Croix-Rousse. Thomas avait 3 ans, les joues rondes, les cheveux blonds qui bouclaient à la nuque. Je me souviens encore de ses petits pas sur le parquet usé, de ses éclats de rire qui résonnaient contre les murs comme des clochettes de lumière. Henri était déjà parti. Pas mort, non. Parti. Vers une autre vie, une autre femme, un autre avenir qui ne nous incluait plus. Je me suis retrouvée seule avec un enfant qui avait besoin de tout et des mains qui n'avaient pas assez de doigts pour tout faire. Mais j'ai tenu. Je me suis battue. Je n'ai jamais laissé Thomas manquer de rien, ni d'amour, ni de chaleur, ni de courage. Je travaillais à l'époque dans une petite librairie. Je faisais l'ouverture le matin, je rangeais les caisses de livres, je recommandais des romans aux clients qui cherchaient un peu de rêve dans leur journée grise. Et le soir, je rentrais en courant pendant que la gardienne, Madame Rivoire, gardait un œil tendre sur Thomas. Je me rappelle encore chaque Noël de ces années-là. Le petit sapin posé sur une caisse retournée, décoré de 3 guirlandes achetées au marché et de quelques décorations en papier que Thomas découpait maladroitement. Il se débrouillait mal avec les ciseaux. Alors je l'aidais en posant ma main sur la sienne. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce qui compte. Chaque réveillon était un trésor. Un dîner simple, un chocolat chaud, un petit cadeau soigneusement choisi, un camion miniature, un livre d'images, une paire de gants tricotés par mes mains. Thomas s'endormait dans mes bras. Je le regardais dormir, et je me disais que j'avais réussi à sauver quelque chose d'essentiel. Notre petit monde à deux, puis les années ont passé, j'ai travaillé plus, j'ai grimpé dans la librairie, puis j'ai fini par devenir responsable du magasin. Nous avons quitté le petit appartement pour une maison modeste mais lumineuse. Henri est revenu quelques années plus tard, malade, affaibli. Je l'ai accueilli sans crier, sans reprocher. Je ne l'ai jamais aimé comme avant, mais je l'ai accompagné jusqu'au bout. Pour Thomas, pour qu'il ne lui reste pas un père envolé dans l'absence. Thomas, lui, devenait un jeune homme doux, rêveur, parfois maladroit. Il avait cette manière de poser sa main sur mon épaule quand il sentait que ma fatigue me rattrapait. Quand il a eu ses premiers enfants, j'avais l'impression de revivre les plus belles années de ma vie. Je redevenais utile, nécessaire, présente. Les rires de ses enfants dans ma cuisine, la petite main de Léonie serrant mon doigt, le bruit de leurs pas rapides en montant l'escalier, tout cela donnait un sens que je croyais perdu. Et puis Pauline est arrivée. Au début, elle était charmante, souriante, attentive, respectueuse. Je l'aimais bien, même si quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise, comme une froideur que l'on masque derrière de belles manières. Elle parlait beaucoup, décidait beaucoup, organisait tout. Je me disais, les jeunes maintenant, ils veulent tout contrôler. Je n'y voyais pas encore un danger. Mais petit à petit, presque imperceptiblement, les frontières ont commencé à se déplacer. Les visites ont été raccourcies. Ils sont fatigués aujourd'hui, Denise. Les appels sont devenus strictement encadrés.
Pas après 7 heures, ils doivent dormir. Les cadeaux trop simples ont été jugés. On évite le sucre, Denise, tu comprends. Chaque remarque glissait comme du papier de verre sur ma peau. Je ne voulais pas faire d'histoire. Pour Thomas, pour les enfants, je pensais que ce n'était que des maladresses. Je pensais que l'amour maternel pouvait absorber tout ça. Un jour pourtant, un souvenir particulier est revenu me frapper, alors que je lisais le message cruel qu'il venait de m'envoyer. C'était un Noël d'il y a 3 ans. Les enfants avaient couru vers moi en criant « Mamie, mamie, mamie ». Je les avais serrés très fort, mes bras comme une forteresse autour d'eux. Pauline m'avait observé depuis la porte, un sourire qu'on ne comprend pas toujours, un sourire qui avait quelque chose de retenu, de crispé, presque de jaloux. Ce jour-là, pour la première fois, j'avais senti qu'elle n'aimait pas la manière dont les enfants m'aimaient. Je n'avais rien dit. Je n'avais pas voulu compliquer. Je me disais que tout s'arrangerait. Mais le message que je venais de recevoir, dans ma cuisine encore parfumée au beurre des sablés, a fait remonter cette image comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Je me suis levée doucement. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé tous ces souvenirs m'envelopper. Et je me suis dit, j'ai été une mère présente, une grand-mère aimante, une femme debout. Je n'ai jamais mérité qu'on m'écarte. Cette phrase n'avait rien d'un cri. C'était un murmure. Un murmure qui pourtant contenait une force nouvelle. Une force qui allait me porter bien plus loin que je ne l'imaginais. Jusqu'à un juge, jusqu'à une vérité éclatée, jusqu'au jour où la loi elle-même convoquerait Pauline. Le rejet ne commence jamais par un cri. Il commence par un soupir qu'on ne voit pas venir. Avec le recul, je me rends compte que rien n'est arrivé d'un seul coup. Le message brutal qui m'interdisait de voir mes petits-enfants n'était pas un éclair dans un ciel bleu. Il était l'aboutissement d'une lente construction, d'un glissement progressif, presque invisible, qui avait commencé bien avant ce Noël maudit. Mais quand on aime, on ferme les yeux. Quand on veut garder la paix, on se tait. Et quand on veut rester une mère douce, une grand-mère discrète, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Le premier signe, c'était si léger que j'aurais pu croire à un hasard. Un jour, alors que je rendais les enfants après une après-midi passée à faire des crêpes, Pauline m'a accueillie sur le pas de la porte avec un sourire figé. « Ils sont trop excités quand ils reviennent de chez toi. » Je me suis excusée immédiatement, comme si j'avais commis une faute grave. Je pensais que c'était une remarque passagère, une phrase lancée sous la fatigue. Aujourd'hui, je comprends que c'était une première flèche. Puis il y a eu les horaires à respecter. Avant, je pouvais appeler Thomas quand je voulais. Les petites voix riaient dans le combiné. Ils me racontaient leur journée, leurs jeux, l'école. Et puis un soir, Pauline m'a dit d'un ton très calme. « Pas après 10 à 8 heures, Denise. Ils doivent se coucher. » Je trouvais cela raisonnable. J'ai respecté. J'ai compris, mais quelques semaines plus tard, ce n'était plus 10 à 8 heures. C'était 10 à 7. Puis 16. Un après-midi, j'ai appelé à 15 heures. Pauline a décroché, sèche. Ils font une activité. Je te rappelle, elle ne l'a jamais fait. Je pensais qu'ils étaient simplement occupés. Je voulais croire que tout allait bien. Le troisième signe, ce fut la première visite écourtée sans raison. Je venais d'organiser un goûter pour les enfants, du chocolat chaud, des madeleines, et j'avais même préparé une petite cabane en couverture dans le salon. Ils avaient les joues rouges, les yeux pleins d'étincelles. À peine 1 heure s'était écoulée que Pauline m'a appelé. « On arrive tout de suite. Il faut qu'on les récupère. Ils ont un rendez-vous urgent. » J'ai rangé les tasses encore chaudes. Je leur ai mis leur manteau. Ils sont partis sans comprendre, la bouche pleine de miettes. 1 semaine plus tard, j'ai appris par un voisin que Pauline avait été vue en train d'acheter des chaussures dans une boutique ce même après-midi. Rendez-vous urgent. C'était un mot. Simplement un mot. Mais un mot qui mentait. Puis il y a eu les remarques sur ma maison. C'est trop sombre ici. Ce n'est plus adapté pour les enfants. Il y a trop d'escaliers. Toujours dite avec ce sourire poli, impeccable, qu'elle utilisait comme un gant blanc pour manipuler les choses sans laisser d'empreinte. Je me mettais à douter de moi-même. Est-ce que ma maison n'était plus assez bien? Est-ce que mes meubles étaient trop anciens? Mes tapis trop épais? Je changeais des choses. Je rangeais. J'aérais plus souvent. Je faisais ce que je pouvais pour être mieux. Mais rien n'était jamais assez. Il y eut aussi les cadeaux inappropriés. J'avais offert un livre illustré magnifique à Léonie,
un ouvrage sur les oiseaux de France. Elle l'avait adoré, elle avait dormi avec le livre sur sa poitrine. La semaine suivante, Pauline m'a dit « Encore une fois avec ce ton neutre, on évite les livres trop détaillés. Ça l'excite trop avant de dormir. » Je voulais lui répondre que la curiosité n'était pas une maladie. Je voulais lui dire que l'émerveillement n'était pas une faute. Mais j'ai simplement souri. J'ai appris à avaler mes phrases. Un jour, je me souviens très bien, Pauline m'a observé en silence alors que j'attachais les lacets de Louis. J'étais penchée. Mes mains un peu tremblantes, l'arthrose m'accompagnait ces derniers mois. Et elle a murmuré, sans me regarder, « Tu deviens fragile, Denise. » Fragile, un mot qui, dans sa bouche, signifiait autre chose. Fragile, donc critiquable. Fragile, donc remplaçable. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se casser en moi, mais je l'ai recollé immédiatement, comme toujours, par amour pour les enfants. Il y avait aussi les photos, ou plutôt, l'absence de photos. Avant, Thomas m'envoyait des images d'eux au parc, à l'école, lors des fêtes. Puis un jour, cela s'est arrêté. Quand j'ai demandé timidement « Tu peux m'envoyer une photo de Léonie dans son costume de danse ?» Il m'a répondu « On verra ça. Pauline trie ce qu'on envoie. Elle veut éviter les partages. » Ce jour-là, j'ai compris que même les souvenirs étaient filtrés. On me donnait ce qu'on voulait que je voie. On effaçait le reste. Je n'étais plus une grand-mère. J'étais une spectatrice autorisée, par intermittence. Mais le signe le plus cruel, celui qui aurait dû me réveiller plus tôt, c'est le jour où les enfants eux-mêmes ont commencé à vérifier. Quand ils venaient chez moi, ils jetaient un petit coup d'œil à Pauline avant de m'embrasser, comme pour demander l'autorisation. Je ne l'ai jamais oublié. Ses yeux d'enfant cherchant le feu vert d'une adulte qui aurait dû les laisser aimer sans compter. C'est ce jour-là que j'aurais dû comprendre que quelque chose clochait, que l'amour ne devrait jamais dépendre d'un hochement de tête. Mais je me suis dit, ça passera, ça s'arrangera. Restons calmes, ne créons pas de tension. J'ai tellement voulu croire que je n'étais pas en train de disparaître. Pourtant, pièce après pièce, heure après heure, visite après visite, quelqu'un déplaçait les murs autour de moi. Et quand j'ai reçu ce message brutal, m'interdisant Noël avec mes propres petits-enfants, je n'ai plus eu besoin de comprendre. La vérité était là, simple, nue, indiscutable. On m'écartait, délibérément, depuis des mois, et cette fois-ci, la grand-mère douce, silencieuse, patiente que j'étais, a senti en elle une force ancienne se réveiller, une force qui allait tout changer. Le rejet ne commence jamais par un cri, il commence par un soupir qu'on ne voit pas venir. Avec le recul, je me rends compte que rien n'est arrivé d'un seul coup. Le message brutal qui m'interdisait de voir mes petits-enfants n'était pas un éclair dans un ciel bleu. Il était l'aboutissement d'une lente construction, d'un glissement progressif, presque invisible, qui avait commencé bien avant ce Noël maudit. Mais quand on aime, on ferme les yeux. Quand on veut garder la paix, on se tait. Et quand on veut rester une mère douce, une grand-mère discrète, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Le premier signe, c'était si léger que j'aurais pu croire à un hasard. Un jour, alors que je rendais les enfants après une après-midi passée à faire des crêpes, Pauline m'a accueillie sur le pas de la porte avec un sourire figé. « Ils sont trop excités quand ils reviennent de chez toi. » Je me suis excusée immédiatement, comme si j'avais commis une faute grave. Je pensais que c'était une remarque passagère, une phrase lancée sous la fatigue. Aujourd'hui, je comprends que c'était une première flèche, puis il y a eu les horaires à respecter. Avant, je pouvais appeler Thomas quand je voulais. Les petites voix riaient dans le combiné. Ils me racontaient leur journée, leurs jeux, l'école. Et puis un soir, Pauline m'a dit d'un ton très calme, « Pas après 10 à 8 heures, Denise. Ils doivent se coucher. » Je trouvais cela raisonnable. J'ai respecté. J'ai compris. Mais quelques semaines plus tard, ce n'était plus 10 à 8 heures. C'était 10 à 7, puis 16. Un après-midi, j'ai appelé à 15 heures. Pauline a décroché, sèche. Ils font une activité. Je te rappelle. Elle ne l'a jamais fait. Je pensais qu'ils étaient simplement occupés. Je voulais croire que tout allait bien. Le troisième signe, ce fut la première visite écourtée sans raison. Je venais d'organiser un goûter pour les enfants, du chocolat chaud, des madeleines, et j'avais même préparé une petite cabane en couverture dans le salon. Ils avaient les joues rouges, les yeux pleins d'étincelles.
À peine 1 heure s'était écoulée que Pauline m'a appelé. On arrive tout de suite. Il faut qu'on les récupère. Ils ont un rendez-vous urgent. J'ai rangé les tasses encore chaudes. Je leur ai mis leur manteau. Ils sont partis sans comprendre, la bouche pleine de miettes. 1 semaine plus tard, j'ai appris par un voisin que Pauline avait été vue en train d'acheter des chaussures dans une boutique ce même après-midi. Rendez-vous urgent. C'était un mot, simplement un mot, mais un mot qui mentait. Puis il y a eu les remarques sur ma maison. C'est trop sombre ici. Ce n'est plus adapté pour les enfants. Il y a trop d'escaliers. Toujours dite avec ce sourire poli, impeccable, qu'elle utilisait comme un gant blanc pour manipuler les choses sans laisser d'empreinte. Je me mettais à douter de moi-même. Est-ce que ma maison n'était plus assez bien? Est-ce que mes meubles étaient trop anciens? Mes tapis trop épais? Je changeais des choses. Je rangeais. J'aérais plus souvent. Je faisais ce que je pouvais pour être mieux. Mais rien n'était jamais assez. Il y eut aussi les cadeaux inappropriés. J'avais offert un livre illustré magnifique à Léonie, un ouvrage sur les oiseaux de France. Elle l'avait adoré, elle avait dormi avec le livre sur sa poitrine. La semaine suivante, Pauline m'a dit, encore une fois avec ce ton neutre, on évite les livres trop détaillés. Ça l'excite trop avant de dormir. Je voulais lui répondre que la curiosité n'était pas une maladie. Je voulais lui dire que l'émerveillement n'était pas une faute. Mais j'ai simplement souri. J'ai appris à avaler mes phrases. Un jour, je me souviens très bien, Pauline m'a observé en silence alors que j'attachais les lacets de Louis. J'étais penchée, mes mains un peu tremblantes, l'arthrose m'accompagnait ces derniers mois. Et elle a murmuré, sans me regarder. « Tu deviens fragile, Denise. » Fragile. Un mot qui, dans sa bouche, signifiait autre chose. Fragile. Donc critiquable. Fragile. Donc remplaçable. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se casser en moi, mais je l'ai recollé immédiatement, comme toujours, par amour pour les enfants. Il y avait aussi les photos, ou plutôt, l'absence de photos. Avant, Thomas m'envoyait des images d'eux au parc, à l'école, lors des fêtes. Puis un jour, cela s'est arrêté. Quand j'ai demandé timidement « Tu peux m'envoyer une photo de Léonie dans son costume de danse ?» Il m'a répondu « On verra ça. Pauline trie ce qu'on envoie. Elle veut éviter les partages. » Ce jour-là, j'ai compris que même les souvenirs étaient filtrés. On me donnait ce qu'on voulait que je voie. On effaçait le reste. Je n'étais plus une grand-mère. J'étais une spectatrice autorisée, par intermittence. Mais le signe le plus cruel, celui qui aurait dû me réveiller plus tôt, c'est le jour où les enfants eux-mêmes ont commencé à vérifier. Quand ils venaient chez moi, ils jetaient un petit coup d'œil à Pauline avant de m'embrasser. Comme pour demander l'autorisation. Je ne l'ai jamais oublié, ces yeux d'enfant cherchant le feu vert d'une adulte qui aurait dû les laisser aimer sans compter. C'est ce jour-là que j'aurais dû comprendre que quelque chose clochait, que l'amour ne devrait jamais dépendre d'un hochement de tête. Mais je me suis dit, ça passera, ça s'arrangera. Restons calmes, ne créons pas de tension. J'ai tellement voulu croire que je n'étais pas en train de disparaître. Pourtant, pièce après pièce, heure après heure, visite après visite, quelqu'un déplaçait les murs autour de moi. Et quand j'ai reçu ce message brutal, m'interdisant Noël avec mes propres petits-enfants, je n'ai plus eu besoin de comprendre. La vérité était là, simple, nue, indiscutable. On m'écartait, délibérément, depuis des mois. Et cette fois-ci, la grand-mère douce, silencieuse, patiente que j'étais, a senti en elle une force ancienne se réveiller. Une force qui allait tout changer. La nuit où j'ai compris que l'amour ne suffit pas quand on vous efface. La nuit qui a suivi le message de Thomas n'a pas été une nuit. C'était une longue traversée, un couloir d'ombre dans lequel je marchais seule, les mains serrées contre ma poitrine, comme pour empêcher mon cœur de tomber. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais même pas la force de pleurer. Je me contentais d'être là, assise dans ma cuisine, le téléphone posé devant moi, comme un objet qui venait de me blesser. Le silence de la maison était lourd, trop lourd, le genre de silence qui avale tout, même la respiration. Je me suis fait un thé au tilleul, mon remède contre les tourments depuis 40 ans. Mais ce soir-là, le thé n'avait aucun goût, comme si ma langue refusait de reconnaître les choses familières. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir du buffet. J'y ai trouvé mon vieux carnet.
La couverture verte, un peu délavée, les pages encore imprégnées de l'encre de tant d'années de vie. Je l'ai posée devant moi, et j'ai écrit une phrase. Simple, maladroite, tremblante. 22 décembre. On m'arrache mes petits-enfants. Pourquoi? Puis j'ai reposé le stylo, et tout est revenu en cascade. Les remarques de Pauline, les visites écourtées, les photos qui ne venaient plus, la porte fermée, la boîte de biscuits refusée, les sourires froids, les décisions prises sans moi. Je revoyais tout, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce que je n'avais pas voulu regarder. La vérité m'a frappée. Ce n'est pas Noël qu'on me retirait. Ce sont eux, les enfants, leur rire, leur odeur, leurs bras autour de mon cou. Un vide immense s'est ouvert dans ma poitrine. Je n'étais pas seulement triste, j'étais dépossédée. Je me suis levée et j'ai marché dans la maison, pieds nus, comme si je cherchais quelque chose qui n'était plus là. Je suis passée devant la chambre d'amis, celle où Léonie dormait quand elle venait, avec ses poupées rangées en ligne sur la commode. J'ai ouvert la porte. La pièce m'a renvoyé un silence qui faisait mal physiquement. Je me suis appuyée contre le chambranle pour ne pas tomber. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je pu laisser quelqu'un, une femme que je n'avais jamais blessée, me retirer ce que j'avais de plus précieux? Ma lignée, ma continuité, ma tendresse. Quand une mère devient grand-mère, son cœur double. Le mien, ce soir-là, on me l'avait comprimé. Pas par cruauté, par contrôle, par domination, par cette volonté de Pauline de tenir les rênes de tout, même de l'amour des enfants. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai ouvert le carnet à une nouvelle page. Et j'ai écrit « Pauline veut décider du lien entre moi et mes petits-enfants. Elle n'en a pas le droit. Elle n'en aura jamais le droit. Ce lien ne lui appartient pas. Il est le mien. » Dans ce lot, Ivy Blue, j'ai senti mes mains cesser de trembler. C'était étrange, comme si les mots avaient posé une planche solide sous mes pieds. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus fragile. Je me sentais juste, réveillée. J'ai repensé à Thomas, à ce petit garçon qui se blottissait contre moi en pleurant quand il avait mal, à l'adolescent timide qui m'avouait ses peurs, à l'homme qu'il était devenu. Un homme doux mais influençable, capable de courage, mais trop souvent soumis à la tempête intérieure de sa femme. Je ne lui en voulais pas. Pas encore. Pas totalement. Mais je voyais désormais les choses clairement. Il avait laissé Pauline décider pour lui. Et maintenant, il décidait pour moi. Cette pensée n'était plus une douleur. C'était un constat. Et un constat peut être transformé. Un constat n'est pas une condamnation. Vers 2 heures du matin, j'ai allumé l'ordinateur. Je ne savais même pas ce que je cherchais exactement. Mais j'ai tapé. Droit des grands-parents France, enfants refus contact. Les premiers résultats m'ont coupé le souffle. Le lien grands-parents, petits-enfants, est un droit reconnu par la loi. Aucun parent ne peut l'interrompre sans motif grave. Un juge peut imposer un droit de visite. Je relisais ces phrases. Encore et encore. Le droit que je ne connaissais pas. Le droit que Pauline ignorait sûrement. Ou voulait ignorer. Une flamme s'est levée en moi, calme, droite, solide. Je n'étais pas sans défense. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas seule. La loi me voyait. La loi existait pour moi. Pour la première fois depuis des heures, j'ai respiré sans douleur. À 4 heures du matin, j'ai écrit la phrase la plus importante de toute ma nuit. Demain, je prendrai rendez-vous avec un avocat. Je ne perds pas mes petits-enfants. Pas comme ça. Pas en silence. Je l'ai souligné. 2 fois. Puis je suis allée me coucher, exténuée, mais soulagée, comme une femme qui vient de traverser un désert et qui voit enfin une source. Je ne savais pas encore que ce rendez-vous allait changer le cours de toute cette histoire, que le juge convoquerait Pauline elle-même et que justice la vraie, la silencieuse, la ferme, allait enfin se lever. Mais cette nuit-là, j'avais déjà gagné quelque chose d'essentiel. Je m'étais retrouvée. Quand une grand-mère se lève, ce n'est pas pour se battre, c'est pour protéger. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination nouvelle. Je n'avais presque pas dormi, mais je n'étais pas fatiguée. J'avais l'impression que quelque chose en moi s'était aligné, comme si les pièces d'un puzzle que j'avais toujours refusé de regarder venaient enfin de prendre leur place. J'ai bu mon café en silence, puis j'ai ouvert mon carnet vert, j'ai relu les phrases écrites pendant la nuit.
Demain, je prendrai rendez-vous avec un avocat. Je ne perds pas mes petits-enfants. Aujourd'hui était ce demain. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché. Avocat droit de la famille Lyon. Le premier nom qui est apparu était celui de maître Léonie Carrel, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard franc, spécialisée en affaires familiales et en médiation. Je ne savais pas pourquoi ce nom m'inspirait confiance, mais parfois, une femme reconnaît une autre femme. J'ai appelé. La secrétaire m'a répondu. Maître Carrel peut vous recevoir cet après-midi à 15 heures si c'est urgent. J'ai murmuré. C'est urgent. À 15 heures, j'étais déjà assise dans le tram, mon dossier à la main, des impressions de messages, des photos, des notes écrites dans mon carnet, des mois de douleur rassemblés dans une pochette cartonnée. Le cabinet était situé près du palais de justice. Une petite plaque dorée à l'entrée, un couloir chaleureux, des livres de droit partout. Lorsque Maître Carrel est entré dans la salle d'attente, je me suis levée. Elle m'a serré la main, longuement, sans se précipiter. « Installez-vous, Madame Armand. Parlez-moi. Du début, sans vous presser. » C'est étrange comme une phrase peut déjà être une protection. Je lui ai tout raconté. Les visites écourtées, les remarques, les refus, les limites imposées, la porte fermée avec mes gâteaux, et enfin, le message qui m'interdisait Noël avec mes petits-enfants. Ma voix tremblait parfois, mais elle ne m'interrompait pas. Elle prenait des notes, hochant la tête, comme si elle confirmait en silence chaque douleur que je lui confiais. Quand j'eus terminé, elle posa son stylo, croisa les doigts et me regarda droit dans les yeux. « Madame Armand, ce que vous décrivez n'est pas une simple tension familiale. C'est une entrave au lien grand-parental. Et la loi française est très claire là-dessus. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Vous voulez dire que j'ai des droits ?» Elle a souri doucement. « Bien sûr que vous en avez. Et personne n'a le droit de les piétiner. Pas même votre fils, et certainement pas votre belle-fille. » C'était étrange. Comme si des semaines de brouillard se dissipaient d'un coup. Elle a continué. L'article 371 à 4 du Code civil affirme que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, et que ce droit ne peut être rompu qu'en cas de motif grave. Les faits que vous me décrivez, les messages, les visites empêchées, rien ne constitue un motif grave. Elle a ensuite ajouté, avec cette voix calme qui porte plus que les cris. Votre belle-fille outrepasse la loi. Votre fils aussi, par faiblesse. Nous allons saisir le juge aux affaires familiales. J'ai senti mes yeux picoter. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Et un soulagement profond, ancestral. Pendant 2 heures, nous avons constitué le dossier. Elle m'a demandé tout ce que j'avais. Les captures d'écran des messages, le SMS qui disait « Tu ne verras pas les enfants », les dates des visites annulées, les petits détails que j'avais notés dans mon carnet, les témoins éventuels, ma voisine, Hélène, par exemple, même la boîte de biscuits rejetée, pouvait servir de preuve, car elle témoignait du climat de rejet et de mépris. Plus je sortais de documents, plus je me sentais revivre. Non pas parce que la vengeance me plaisait, je n'ai jamais été une femme de vengeance, mais parce que la vérité retrouvait enfin une voix. Maître Carrel a imprimé les documents, classé chaque preuve dans une chemise beige, et à la fin, elle a dit « La requête partira demain matin. Vous serez notifié sous 15 jours. Et, très probablement, votre belle-fille sera convoquée par le juge. » Ces mots m'ont frappé comme une vague chaude. Pauline, convoquée. Obligée de répondre, obligée d'expliquer, obligée de se tenir devant la loi. Pas devant moi, devant la loi. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais protégée par quelque chose de plus grand que moi. En sortant du cabinet, la nuit tombait déjà. Les lumières de la ville scintillaient comme des petites flammes. J'avais la pochette beige dans mon sac, lourde comme un bouclier. Je me suis arrêtée sur le pont Morand. L'air froid me picotait le visage, mais je respirais profondément, comme si mes poumons redevenaient vastes. Je n'étais plus la femme qu'on mettait à distance. Je n'étais plus la grand-mère qu'on effaçait. J'étais une femme debout, avec un dossier solide et une avocate à ses côtés. Et en traversant ce pont, j'ai murmuré « Je viens, mes petits. Mamie vient pour vous. Et cette fois, personne ne m'arrêtera. »
Quand une grand-mère se lève, ce n'est pas pour se battre, c'est pour protéger. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination nouvelle. Je n'avais presque pas dormi, mais je n'étais pas fatiguée. J'avais l'impression que quelque chose en moi s'était aligné, comme si les pièces d'un puzzle que j'avais toujours refusé de regarder venaient enfin de prendre leur place. J'ai bu mon café en silence, puis j'ai ouvert mon carnet vert. J'ai relu les phrases écrites pendant la nuit. Demain, je prendrai rendez-vous avec un avocat. Je ne perds pas mes petits-enfants. Aujourd'hui était ce demain. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché. Avocat droit de la famille Lyon. Le premier nom qui est apparu était celui de Maître Léonie Carrel. Une femme d'une cinquantaine d'années, au regard franc, spécialisée en affaires familiales et en médiation. Je ne savais pas pourquoi ce nom m'inspirait confiance. Mais parfois, une femme reconnaît une autre femme. J'ai appelé. La secrétaire m'a répondu. Maître Carrel peut vous recevoir cet après-midi à 15 heures si c'est urgent. J'ai murmuré. C'est urgent. À 15 heures, j'étais déjà assise dans le tram, mon dossier à la main. Des impressions de messages, des photos, des notes écrites dans mon carnet. Des mois de douleur rassemblés dans une pochette cartonnée. Le cabinet était situé près du palais de justice. Une petite plaque dorée à l'entrée, un couloir chaleureux, des livres de droit partout. Lorsque Maître Carrel est entré dans la salle d'attente, je me suis levée. Elle m'a serré la main, longuement, sans se précipiter. « Installez-vous, Madame Armand. Parlez-moi. Du début, sans vous presser. » C'est étrange comme une phrase peut déjà être une protection. Je lui ai tout raconté. Les visites écourtées, les remarques, les refus, les limites imposées, la porte fermée avec mes gâteaux, et enfin, le message qui m'interdisait Noël avec mes petits-enfants. Ma voix tremblait parfois, mais elle ne m'interrompait pas. Elle prenait des notes, hochant la tête, comme si elle confirmait en silence chaque douleur que je lui confiais. Quand j'eus terminé, elle posa son stylo, croisa les doigts et me regarda droit dans les yeux. « Madame Armand, ce que vous décrivez n'est pas une simple tension familiale, c'est une entrave au lien grand-parental. Et la loi française est très claire là-dessus. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Vous voulez dire que j'ai des droits ?» Elle a souri doucement. « Bien sûr que vous en avez. Et personne n'a le droit de les piétiner. Pas même votre fils, et certainement pas votre belle-fille. » C'était étrange, comme si des semaines de brouillard se dissipaient d'un coup. Elle a continué. L'article 360 et 11A4 du Code civil affirme que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, et que ce droit ne peut être rompu qu'en cas de motif grave. Les faits que vous me décrivez, les messages, les visites empêchées, rien ne constitue un motif grave. Elle a ensuite ajouté, avec cette voix calme qui porte plus que les cris, « Votre belle-fille outrepasse la loi. Votre fils aussi, par faiblesse. Nous allons saisir le juge aux affaires familiales. » J'ai senti mes yeux picoter, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance et un soulagement profond, ancestral. Pendant 2 heures, nous avons constitué le dossier. Elle m'a demandé tout ce que j'avais, les captures d'écran des messages, le SMS qui disait « Tu ne verras pas les enfants », les dates des visites annulées, les petits détails que j'avais notés dans mon carnet, les témoins éventuels, ma voisine Hélène, par exemple, même la boîte de biscuits rejetée, pouvait servir de preuve, car elle témoignait du climat de rejet et de mépris. Plus je sortais de documents, plus je me sentais revivre. Non pas parce que la vengeance me plaisait. Je n'ai jamais été une femme de vengeance, mais parce que la vérité retrouvait enfin une voix. Maître Carrel a imprimé les documents, classé chaque preuve dans une chemise beige, et à la fin elle a dit « La requête partira demain matin. Vous serez notifié sous 15 jours. Et très probablement, votre belle-fille sera convoquée par le juge. » Ces mots m'ont frappé comme une vague chaude. Pauline, convoquée, obligée de répondre, obligée d'expliquer, obligée de se tenir devant la loi, pas devant moi, devant la loi. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais protégée par quelque chose de plus grand que moi. En sortant du cabinet, la nuit tombait déjà. Les lumières de la ville scintillaient comme des petites flammes. J'avais la pochette beige dans mon sac, lourde comme un bouclier. Je me suis arrêtée sur le pont Morand.
L'air froid me picotait le visage, mais je respirais profondément, comme si mes poumons redevenaient vastes. Je n'étais plus la femme qu'on mettait à distance. Je n'étais plus la grand-mère qu'on effaçait. J'étais une femme debout, avec un dossier solide, et une avocate à ses côtés. Et en traversant ce pont, j'ai murmuré « Je viens, mes petits. Mamie vient pour vous. Et cette fois, personne ne m'arrêtera. » La justice ne crie pas. Elle frappe en silence. La lettre est arrivée un jeudi matin. Une enveloppe blanche, épaisse, officielle, avec le tampon du tribunal judiciaire de Lyon. Je venais juste de finir d'arroser mes plantes. Je l'ai trouvée coincée entre 2 catalogues publicitaires, comme si elle voulait se cacher, comme si elle savait déjà qu'elle allait changer quelque chose. Je l'ai reconnue immédiatement. Maître Carrel m'avait dit « Vous recevrez la vôtre en premier ». Mes mains ont tremblé un peu. Pas de peur. D'anticipation. Je l'ai posée sur la table. J'ai préparé un café. Je me suis assise très calmement et je l'ai ouverte avec un coupe-papier, comme on ouvre un chapitre important de sa vie. Elle disait simplement « Madame Pauline Armand est convoquée à une audience devant le juge aux affaires familiales, le 18 janvier à 9 heures. Objet, entrave aux relations grands-parents, petits-enfants. » Je relisais le document. Chaque mot était comme une pierre posée à sa place. Convoqué, pas invité, pas sollicité. Convoqué. Et ce n'était pas Thomas, c'était elle. La justice avait visé juste. Je ne voulais pas être malveillante. Ce n'était pas dans ma nature, mais une part de moi, une part fatiguée, abîmée, a ressenti un soulagement profond. Parce que cette fois, ce n'était plus ma parole contre la sienne. Ce n'était plus une guerre invisible, faite de petits gestes, de portes entrebâillées, de messages secs. C'était la loi qui disait « Expliquez-vous ». Le lendemain matin, à 8 heures tapantes, mon téléphone a vibré. C'était Thomas. Je n'ai pas décroché tout de suite. Je me suis d'abord préparé un thé, j'ai ouvert les volets, j'ai regardé la lumière d'hiver se poser sur le carrelage. Puis seulement, comme si chaque geste devait affirmer ma tranquillité, j'ai répondu « Maman ». Sa voix était tendue, étranglée. On a reçu une lettre. Je suis restée silencieuse. Ce silence-là, je le tenais comme un bijou précieux. C'était la première fois de ma vie que je sentais sa force. « Tu as fait ça ?» Sa voix tremblait entre la colère et la panique. J'ai pris une respiration douce. Je n'ai rien fait. J'ai juste demandé à la loi de regarder. Un silence, long, tendu. Puis il a murmuré « Pauline est furieuse. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à ajouter. Il a continué. « Elle dit que tu exagères, que tout ça n'a aucun sens. » Je l'ai interrompu calmement. « Thomas, ce n'est pas moi qu'elle va devoir convaincre. C'est un juge. » Une nouvelle pause. Je crois que, pour la première fois, il comprenait qu'il avait franchi une limite. Et que cette fois-ci, le retour en arrière ne dépendait plus de son épouse, ni de ses excuses trop tardives. Il a fini par dire « On parlera plus tard ». Puis il a raccroché. Je suis restée devant la fenêtre encore longtemps, les mains posées sur la rambarde, à regarder les passants marcher sans savoir qu'une justice silencieuse venait de s'allumer quelque part dans Lyon. 3 jours plus tard, Pauline m'a appelée. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message, une voix qu'elle essayait de maîtriser, mais qui tremblait malgré elle. « Denise, tu aurais pu venir nous parler. Tu aurais pu éviter tout ça. Les enfants vont être perturbés. On n'a rien fait de mal. » Quand elle a prononcé ces mots, ma main s'est crispée légèrement. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux. Pas de mal, Pauline? Couper des liens familiaux n'était pas du mal? Interpeller un amour de grand-mère n'était pas du mal? Transformer les enfants en territoire privé, en propriété émotionnelle, ce n'était pas du mal? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. Le juge l'attendait. Le vrai dialogue commencerait là-bas. Pas au téléphone. Pas dans une cuisine froide. Pas dans des couloirs de mauvaise foi. La semaine avant l'audience, tout s'est accéléré. Maître Carrel m'a demandé de venir relire le dossier. Chaque preuve était classée. Les messages, les dates, les coupures de liens, même la note du petit Louis. Quand est-ce qu'on retourne chez mamie? Que j'avais retrouvé dans un livre qu'il avait feuilleté chez moi. Tout était propre, solide, ordonné. Et plus je regardais ce dossier,
plus je me sentais calme, un calme puissant, un calme qu'on acquiert quand la peur a quitté son corps. Le matin de l'audience, je me suis habillée simplement, un pull bleu nuit, un manteau beige et mon carnet vert dans mon sac. Je suis arrivée en avance. Je me suis assise sur un banc du tribunal et j'ai respiré la même odeur d'austérité que j'avais sentie lorsque j'avais accompagné Henri pour d'autres affaires il y a longtemps. Quand Pauline est entrée, je l'ai vue de loin. Son visage ne portait plus la même assurance. Elle marchait vite, trop vite, comme quelqu'un qui cherche une issue. Elle s'est tournée vers moi, pensant peu, être que je viendrais à sa rencontre. Je n'ai pas bougé, je l'ai simplement regardée, calmement, sans colère, sans haine, mais sans baisser les yeux. Elle a détourné les siens, la salle d'audience s'est ouverte, le piège s'était refermé. Pas un piège cruel, pas un piège violent, un piège légal, juste, implacable. Et je n'avais eu besoin d'aucun cri. Seulement, le silence. On ne recommence jamais vraiment sa vie, mais on peut recommencer sa paix. Les semaines qui ont suivi l'audience ont eu un parfum étrange. Un parfum de renouveau, mêlé d'une douceur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas un bonheur bruyant, spectaculaire. C'était autre chose, une forme de calme qui s'installe doucement, comme une lumière qui glisse sur un parquet ancien, sans prévenir. La première fois où j'ai revu les enfants, c'était un samedi matin d'hiver. Je les attendais devant la fenêtre. Mon cœur battait comme s'ils voulaient courir avant moi. Je me répétais que je devais rester simple, ne pas pleurer, ne pas les serrer trop fort, ne pas laisser la douleur accumulée déborder. Mais quand la voiture de Thomas s'est garée et que j'ai vu Léonie sortir la première, puis Louis courir derrière elle, je n'ai pas réussi. Je n'ai rien maîtrisé. Ils ont bondi dans mes bras, leur manteau encore froid, leurs joues roses, leur rire comme des cloches de fête. « Mamie, mamie, on revient chez toi. » J'ai senti mes genoux trembler. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré leurs cheveux, leurs écharpes, leurs bras autour de mon cou. J'avais l'impression de retrouver des morceaux de moi-même que quelqu'un avait essayé de m'enlever. Leur présence a ramené la maison à la vie. Chaque pièce semblait respirer différemment. Le bruit des chaussons qui glissent, le cliquetis des crayons sur la table, le bruit léger du chocolat chaud qu'on remue, les rires étouffés dans les coussins du salon. Mon monde reprenait sa place. Un monde que j'avais connu, aimé, et auquel on avait tenté de me faire croire que je n'avais plus droit. Mais la justice m'avait rendu ce qui m'appartenait naturellement. Pas un privilège. Un lien. Un lien né bien avant Pauline, bien avant ses règles, ses limites, ses petits interdits. Un lien que personne, jamais, n'aurait dû s'arroger le pouvoir de briser. Les enfants, eux, étaient comme s'ils n'étaient jamais partis. Ils ont couru vers leur chambre, touchant chaque objet, comme pour vérifier que tout avait résisté à leur absence. Léonie s'est tournée vers moi. « Mamie, tu sais, on croyait que t'étais fâchée. » J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai jamais été fâchée, mon trésor. Jamais. Il y avait des choses d'adultes qui se passaient. Mais ce n'était pas à cause de toi. Elle a hoché la tête. Les enfants comprennent toujours plus qu'on ne croit. Louis, a simplement dit « Maintenant, on revient tous les 2 samedis. » C'est écrit. J'ai souri. Oui, c'était écrit. Et parfois, une signature peut sauver un cœur. Les premières semaines ont été un mélange de douceur et de reconstruction. Je réapprenais à vivre, à me réveiller sans l'angoisse d'être effacée, à préparer un petit déjeuner en pensant à ce que Léonie aimerait lire, à ce que Louis aimerait construire, à redécouvrir le goût d'un dimanche où personne ne peut m'enlever mes petits-enfants. Je retrouvais mes gestes, mes habitudes, mon rôle, non pas celui qu'on me donnait, celui qu'on m'avait retiré, mais celui qui avait toujours été le mien. Thomas est revenu me voir, plusieurs fois, pas pour se justifier, pas pour s'excuser en boucle, mais pour parler, vraiment parler, comme un fils retrouve sa mère après s'être égaré. Il s'asseyait à ma table. Il posait ses mains autour d'un mug chaud. Il disait « Maman, je ne sais pas comment j'ai pu laisser tout ça arriver. » Je répondais doucement « Ce qui compte, Thomas, ce n'est pas d'être un homme parfait, c'est d'être un homme qui se réveille. » Un jour, il m'a avoué « J'ai eu peur d'affronter Pauline. » Je l'ai regardé longuement. Le courage arrive rarement avant la peur.
Souvent, il arrive juste après. Il a baissé les yeux. Puis il a murmuré « Je veux que les enfants t'aiment librement. Je ne laisserai plus personne se mettre entre vous. » Je n'ai pas répondu, mais mon cœur, lui, a fait un pas vers lui. Lorsque je me retrouvais seule, le soir, après les visites, je marchais doucement dans la maison. Chaque pièce me parlait. Chaque souvenir reprenait sa place. Il n'y avait plus ce froid que Pauline avait laissé derrière elle. Il n'y avait plus cette peur d'être oubliée. Ma maison n'était plus un espace vide. C'était redevenu un refuge. Mon refuge, le leur. Je me surprenais à chanter en rangeant la cuisine, à sourire toute seule en retrouvant un dessin sous un coussin, à allumer une petite bougie près de la fenêtre, comme le faisaient autrefois les grands-mères de ma famille, pour remercier la vie quand elle se montrait plus douce. Et je concluais souvent ma journée par ces mots. J'ai repris ma place, pas par la force, par la vérité. Je n'ai jamais cherché à punir Pauline. Ce n'était pas mon but. Mon but était simple, retrouver l'amour, protéger, reconnu, respecté. Et c'est ce que j'avais désormais. Une vie nouvelle, pas une vie parfaite, mais une vie vraie, reconstruite pierre après pierre, dans le calme, la dignité et la lumière. Une vie où, chaque 2 semaines, 2 enfants courent vers moi en riant, et où je les accueille avec les bras grands ouverts, le cœur enfin intact. Je n'ai pas repris ma vie. J'ai repris ma place. On croit parfois que la vieillesse vous enlève du pouvoir, qu'elle vous place doucement sur le côté, comme une chaise qu'on repousse pour faire de la place aux plus jeunes. Mais cette histoire m'a appris autre chose. Ce n'est pas l'âge qui efface les femmes. Ce sont les autres. Et parfois, nous-mêmes, quand nous acceptons trop longtemps d'être mises dans l'ombre. Aujourd'hui, en regardant tout ce qui s'est passé, je ne ressens plus la colère du début. Elle s'est dissoute, lentement, comme un nuage lourd que le vent finit par disperser. Ce qui reste, c'est une certitude tranquille, celle d'avoir agi, enfin, non pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose, pour mes petits-enfants, pour la vérité, pour la dignité que j'aurais dû défendre plus tôt. Je ne suis pas devenue une autre femme. Je suis redevenue moi-même. Depuis l'audience, Pauline n'a plus cherché à me contacter. Elle n'a pas tenté de s'excuser, ni de se justifier. J'ai appris qu'elle s'était disputée violemment avec Thomas le soir même du jugement. Je ne me réjouis de rien. Je ne souhaite la destruction d'aucun couple, mais on ne construit jamais un foyer solide en privant les enfants d'amour et en contrôlant tout ce qu'on ne comprend pas. J'ai longtemps cherché à savoir pourquoi elle m'avait mise à distance. J'ai cessé, parce qu'au fond, la réponse n'aurait rien changé. Le pourquoi n'efface pas le comment, ni les blessures, ni les mois perdus. Le juge lui avait seulement montré ce que moi je n'avais pas osé dire. Qu'un lien familial ne se possédait pas, qu'on ne décide pas de l'amour des autres, qu'on ne ferme pas une porte sur un cœur qui a donné pendant des décennies. Ce qui m'a surprise, ce sont les changements subtils chez Thomas. Il arrive maintenant avec les enfants, seul, un sac de jouets à la main, et un regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un regard d'homme qui a compris quelque chose. Un jour, alors que les enfants jouaient dans le salon, il s'est approché de moi, très doucement, avec une gêne qu'on devinait encore. Je n'ai pas été à la hauteur, maman. J'ai posé ma main sur la sienne. Ce simple geste contenait plus de mots que tout ce qu'il aurait pu dire. Je n'avais pas besoin d'entendre des excuses interminables. Ce que je voulais, ce que je n'osais même plus espérer, c'était qu'il me voie enfin, qu'il comprenne que je n'étais pas un poids, pas une intrusion, pas un problème à gérer, mais sa mère, une mère qu'il avait portée, élevée, accompagnée, rattrapée 1000 fois. Tu t'es réveillé, Thomas. C'est tout ce qui compte. Il a hoché la tête. Il n'a rien ajouté. Parfois, la honte empêche les mots, mais elle permet les gestes. Et ces gestes, ces dernières semaines, parlaient pour lui. Quant aux enfants, ils se sont réappropriés la maison, comme si elle n'avait jamais cessé d'être la leur. Léonie m'aide en cuisine. Louis se sert de mon salon comme d'un chantier permanent. Il laisse des miettes, des crayons, des chaussettes égarées, et je les garde précieusement. J'ai compris, tard, que ces traces minuscules de leur passage étaient le contraire du vide qu'on m'avait imposé. Elles sont une bénédiction, un rappel que ma vie n'est pas encore terminée, qu'elle bouge, qu'elle respire, qu'elle aime toujours. Le soir, après leur départ,
Je m'assois dans le canapé encore chaud de leur rire, et je remercie la vie d'avoir remis les choses à leur place. Et moi, dans tout cela, je me reconstruis. Simplement, sans bruit, à mon rythme. Je marche plus souvent. Je lis des livres que je repoussais depuis des années. Je prépare des projets pour les vacances de printemps. Je repeins des meubles. Je souris à des inconnus dans la rue. Je m'offre des fleurs, même quand ce n'est pas une occasion. J'ai même appris à dire un mot que je ne connaissais pas assez. Non. Non à l'abus. Non à l'humiliation. Non au silence imposé. Et, paradoxalement, c'est le silence que j'ai choisi moi-même, qui m'a sauvé. Pas le silence de la résignation, mais celui de la décision, celui qui ne supplie pas, celui qui ne perd plus son temps, celui qui agit. Si je devais laisser un message à une autre femme, une autre grand-mère, quelque part en France, qui lit ces lignes avec un cœur serré parce que sa famille l'a oublié, le message serait simple. On peut être douce sans être effacée. On peut être âgé sans être fragile. On peut être une grand-mère et tenir debout face à ceux qui vous croient petite. La dignité, ce n'est pas un cri. C'est une marche lente, une tête relevée, un document signé, une vérité posée sur une table de tribunal. Et parfois, très souvent même, c'est une victoire qui ne fait aucun bruit, comme la mienne, comme celle que j'ai construite, dans l'ombre, avec une avocate, un carnet vert et le courage de dire « Assez ». Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma place, pas grâce à la colère, pas grâce à la vengeance, mais grâce à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus vrai, la justice. Et si je devais résumer tout ce chemin, tout ce combat, toute cette renaissance, je le ferais avec une seule phrase. Le silence peut aussi être une forme de justice.